Bonjour à tous, je suis Marie-Lise Sanson, agronome et professeure adjointe au département des sols et de génie agroalimentaire de l'Université Laval. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter une séance d'information concernant le rôle des plantes fourragères pérennes sur les stocks de carbone et la santé des sols. Cette présentation a été préparée en collaboration avec la chercheure Marie-Noëlle Thivierge, aussi agronome et chercheur scientifique chez Agriculture Agroalimentaire Canada. Donc, je présenterai la première section de cette présentation et suivront ensuite des informations présentées par Marie-Noëlle. Donc, tout d'abord, un petit rappel sur ce que c'est la santé du sol et pourquoi c'est important de travailler avec des sols qui sont en santé. Donc, comment est-ce qu'on peut décrire la santé du sol? La santé d'un sol, ça peut être décrit de différentes façons. De mon côté, j'aime bien la définition qui a été donnée par Henry Jensen en 2022 et c'est une traduction libre qui dit ici que la capacité d'un sol à maintenir les fonctions socio-écologiques attendues de sa part au sein de l'écosystème dans lequel il évolue est une façon adéquate de définir la santé d'un sol. Donc, de façon vraiment très concrète, souvent on s'intéresse à trouver des indicateurs un peu plus tangibles de la santé des sols. Et à ce niveau-là, on divise souvent les indicateurs de santé des sols en termes d'indicateurs physiques, chimiques et biologiques. Peu importe si ces indicateurs sont physiques, chimiques et biologiques, ils sont souvent de très près reliés à la matière organique des sols. On pourrait considérer en fait que la matière organique des sols est en quelque sorte la clé de voûte de la santé des sols. Donc, quel est le rôle en fait de la matière organique dans la santé des sols? Eh bien, la matière organique occupe vraiment plusieurs rôles au sein de l'agroécosystème. Donc, un sol qui est riche en matière organique, comme c'est démontré ici dans ce graphique, va avoir une meilleure capacité de rétention en eau. Donc, on voit ici la quantité d'eau disponible à la plante en fonction du pourcentage de matière organique du sol. Et on voit qu'un sol finalement qui est riche en matière organique va avoir une meilleure capacité à retenir l'eau et ultimement à la rendre disponible pour la croissance des végétaux. Ici, c'est une image aussi très intéressante, donc c'est assez frappant comme image. Donc, on voit ici une photoscan finalement là, d'une colonne de sol qui a été fertilisée avec des engrais minéraux, comparativement à une colonne de sol qui a été fertilisée avec des amendements organiques pendant plusieurs années. Et ce qu'on voit finalement, c'est qu'avec des amendements organiques, le sol développe vraiment une meilleure porosité mais aussi une meilleure connectivité des pores et une meilleure aération. Donc, tout ça fait en sorte de créer des conditions favorables pour la croissance des racines et des plantes. Donc, on se retrouve avec un sol qui est plus riche non seulement en eau disponible, mais aussi en oxygène pour la respiration des racines et des micro-organismes. Et donc, la matière organique vient jouer un rôle très, très important dans le cycle de l'eau et aussi dans la structure physique du sol. Donc, tout ce qui entre en jeu là, au niveau de la circulation de l'eau et aussi de l'aération dans le sol. Ici, c'est très imagé, mais on sait très bien en fait que la matière organique est aussi un substrat pour les micro-organismes. Donc, c'est de la nourriture en quelque sorte pour les bactéries et les champignons du sol. Et ici, c'est pour imager le rôle très important des bactéries et des champignons dans l'agrégation. Donc, on voyait tout à l'heure qu'un sol riche en matière organique permettait euh, le développement d'une structure physique beaucoup plus propice au déplacement de l'eau. Et c'est entre autres grâce au rôle des bactéries et des champignons qui viennent favoriser le développement de ces petites structures qu'on appelle les agrégats. Et ces agrégats qui sont riches en matière organique et en micro-organismes viennent jouer un rôle très, très important au niveau des propriétés physiques du sol, mais aussi à plusieurs autres niveaux. Parmi les autres rôles très bénéfiques là, de la matière organique et des micro-organismes du sol, il y a effectivement la fertilité du sol. Donc, la fertilité du sol est liée, oui, aux propriétés physiques, mais aussi à ses propriétés chimiques et biologiques. Donc, en fait, grâce aux micro-organismes et aux apports de matière organique exogène, il pourra se passer dépolymérisation de la matière organique, donc
minéralisation de cette matière-là, qui va permettre de relarguer des éléments fertilisants dans le sol, comme par exemple l'azote, le phosphore et le potassium. Et une partie de la matière organique du sol aussi qui est liée là, aux surfaces minérales pourra, via l'action des racines aussi, être réutilisée par la plante pour la croissance des plantes. Et donc, la matière organique joue un rôle vraiment central au niveau de la fertilité du sol. Donc, de façon bien concrète, qu'est-ce qui se passe dans un sol à partir du moment où on y ajoute de la matière organique? Comme je le disais tout à l'heure, la matière organique fraîche est riche en énergie pour les micro-organismes et en nutriments aussi pour les micro-organismes. Et donc, quand on ajoute de la matière organique, les micro-organismes commencent à s'en nourrir. Donc, on va avoir une activité microbienne qui va être accrue. Au fil de la minéralisation, donc de l'utilisation de cette matière organique par les micro-organismes, il va y avoir une libération d'éléments fertilisants pour la croissance des plantes. Et il va y avoir une partie de cette matière organique-là, sous forme de sous-produits de l'activité microbienne, qui va avoir une très forte affinité pour les surfaces minérales réactives, comme par exemple pour les argiles. Et donc, ça va faire des complexes organominéraux. Et ces petits complexes organominéraux sont reconnus comme étant un des acteurs principaux dans la séquestration du carbone sur le long terme dans les sols. Donc, grâce à l'activité des micro-organismes qui dégradent la matière organique fraîche, on vient aussi augmenter les stocks de carbone dans les sols. Un deuxième niveau de protection pour la matière organique dans les sols, c'est l'agrégation. Donc, ces complexes organominéraux-là, sous l'action, encore une fois, des micro-organismes et des racines, vont créer ce qu'on appelle des agrégats. Donc, la matière qui va être protégée au sein, la matière organique, pardon, protégée au sein de ces agrégats-là, va contribuer à la stabilisation du carbone dans le sol sur le long terme. Et ultimement, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, va venir jouer un rôle très important pour améliorer les propriétés à la fois chimiques, physique, chimique et biologique des sols. Donc, on a parlé tout à l'heure d'agrégation, de circulation de l'eau, d'aération, etc. Et donc, un sol qui est riche en matière organique est non seulement plus fertile, en plus, il stocke plus de carbone, mais aussi, il fait preuve d'une plus grande résilience face aux aléas climatiques, que ce soit une sécheresse ou une inondation. Alors maintenant qu'on a fait un rappel sur l'importance de la matière organique et sur la santé des sols, on va parler un peu du rôle des plantes pérennes pour le maintien ou l'amélioration de la santé des sols. Donc, un des très grands avantages des plantes pérennes par rapport aux cultures annuelles, en fait, c'est le taux de photosynthèse qu'ils vont réussir à accomplir au sein d'une saison de croissance. Donc, en fait, si on regarde ici le cycle annuel de production des plantes pérennes et qu'on le compare aux cultures annuelles, eh bien, les plantes pérennes vont venir couvrir le sol dans le temps et dans l'espace sur une beaucoup plus grande période que les cultures annuelles, qui, elles, vont avoir un cycle de croissance beaucoup plus restreint, avec un pic un peu plus élevé, mais les plantes pérennes vont venir vraiment couvrir le sol sur une plus grande période dans l'espace. Qui dit photosynthèse dit production de matière organique, dit donc aussi production d'énergie et de nutriments, et donc retour de carbone et d'éléments fertilisants vers le sol. Donc, on estime en général d'ailleurs que au niveau des céréales, par exemple, 20 à 30 du carbone produit par la céréale va être retourné au sol, versus pour une plante pérenne, on parle plutôt de 30 à 50 du carbone à la fin d'une année qui va être retourné au sol. C'est donc dire finalement que les plantes pérennes, que les plantes fourragères, pardon, réinvestissent une plus grande partie de l'énergie dans l'écosystème, donc dans le sol, et tout ça, ça se passe principalement via leur système racinaire. Donc, les racines sont vraiment au cœur des bénéfices associés aux plantes pérennes. Alors ici, il y a un graphique tiré de différentes études menées par Marie-Noëlle Thivierge et par Bollinger et associés entre les années 2002 et les années 2022, qui présente la biomasse racinaire de différentes espèces pérennes et annuelles dans l'Est du Canada. Donc, on parle ici de l'Ontario, du Québec et du Nouveau-Brunswick. Donc, en haut, en vert, on voit la biomasse racinaire en tonnes de masse sèche par hectare pour différentes plantes pérennes, qu'on peut comparer en bas, en bleu, à la biomasse racinaire pour des cultures annuelles.
Et donc, on voit qu'on peut facilement passer du simple au triple si on compare les cultures annuelles aux cultures pérennes. Maintenant, un autre point très important à considérer avec les plantes pérennes, c'est qu'en fait, les racines des plantes pérennes se renouvellent constamment, en plus de libérer du carbone dans leurs exsudats racinaires. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les racines fines des plantes pérennes vont mourir au fil de la saison et se renouveler. Et donc, le carbone dans la racine morte va vraiment être un carbone qui va venir s'ajouter à la matière organique du sol et qui sera sans cesse renouvelé via le développement de nouvelles racines qui vont venir les remplacer. Donc, ça fait des apports de carbone qui sont quand même importants au fil de la saison. En plus de tout ça, ben, l'activité de la plante et des racines va créer ce qu'on appelle des exsudats racinaires. Donc, les exsudats racinaires, ce sont des composés organiques relativement simples en termes de composition qui vont être relâchés dans le sol par la racine. Donc, ça va devenir finalement une source d'énergie là, très, très appétissante et très facilement disponible pour les micro-organismes du sol. Et donc, bien que la contribution des exsudats racinaires au stock de carbone des sols soit encore relativement peu connue, on estime que ça peut représenter quand même une proportion relativement importante de la quantité de carbone retournée au sol par les plantes. Donc, de façon générale, on parle d'un équivalent de 45 à 65 du carbone des racines des plantes pérennes qui va au sol à chaque année. Autre fait important, on considère généralement que le carbone issu des racines est environ 5 fois plus stable dans le sol que les parties aériennes. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire en fait que si on retourne des résidus aériens au sol, il y a une quantité du carbone retourné via les résidus aériens qui va rester dans le sol sur le long terme. Donc, on parle à peu près de 8 du carbone retourné au sol via les parties aériennes qui va se stabiliser. Par contre, pour la quantité équivalente de carbone retourné au sol via les racines, on parle plutôt d'environ 45 du carbone provenant des racines qui va se stabiliser dans le sol sur le long terme. Ici, c'est un exemple très concret tiré d'une étude de Denis Anger qui a été publiée en 1992, mais sous nos conditions ici québécoises. Donc, en fait, pendant une étude ici de 5 années, l'équipe de recherche a évalué le contenu en carbone, donc en termes de grammes de carbone par kilogramme de sol, pour différents systèmes. Donc, on avait une jachère, un système de maïs en monoculture et un système où on implantait des plantes pérennes, soit ici de la luzerne. Donc, on peut constater en fait qu'il y a un changement de système, donc culture annuelle versus plante pérenne, puis peut avoir un effet vraiment très, très important sur les stocks de carbone du sol, et ce, dans un horizon de temps relativement court. Donc, ici, on parle d'un horizon de temps de 5 ans, et à la fin de ces 5 années, on passe d'un contenu en carbone qui avoisine les 24 grammes par kilogramme de sol jusqu'à environ 29 grammes par kilogramme de sol en 5 ans seulement. Donc, quand on compile plusieurs études, on peut estimer que dans l'Est du Canada, en général, on a environ de 15 à 30 plus de matière organique sous culture pérenne que sous culture annuelle. Donc ici, il s'agit en fait d'une expérience de longue durée en Ontario. Donc c'est une expérience qui s'est maintenue durant 35 ans, donc une expérience de très très long terme. Et on a comparé un système finalement de maïs en monoculture à un système où il y avait des rotations incluant des plantes pérennes. Donc ici on parle de maïs, avoine et luzerne pendant 2 ans. Et un système de plantes pérennes strictement, donc principalement composé de pâturins des prés. Alors ici, encore une fois, la différence des stocks de carbone est assez probante. Tout à l'heure, on était en concentration de carbone. Ici, on parle de stock de carbone. Donc, pour les cultures annuelles, on relevait des stocks de carbone d'environ 116 tonnes de carbone par hectare, 130 tonnes de carbone par hectare pour un système en rotation pérenne et annuelle, et de 153 tonnes de carbone par hectare pour des plantes pérennes seulement. Donc, le gain à aller chercher
avec des plantes pérennes, quand on parle strictement de carbone du sol, est vraiment énorme. Mais ce qui est d'encore plus magnifique, c'est que, euh, outre la séquestration de carbone dans les sols, il y a quand même plusieurs autres co-bénéfices là, à avoir des plantes pérennes dans la rotation ou avoir strictement là, des champs en pâturage ou en prairie sur le long terme. Donc ici, c'est un essai long terme, encore une fois, mais cette fois-ci au Royaume-Uni. Donc, c'est très long terme, de 1950 à 1980 ici. Et donc, on a le pourcentage de carbone organique dans les sols avec des productions annuelles en continu et des productions de prairies en continu. Et encore une fois, on peut observer là, la très grande différence entre les deux systèmes. Donc, on parle d'une différence là, au niveau des pourcentages de matière organique qui avoisinent là, les 2%. Donc, on a environ 2% de plus de matière organique sous prairie que sous culture annuelle en continu. Maintenant, il y avait aussi un traitement où on a converti la prairie en culture annuelle. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'à partir du moment où on décide de labourer une prairie et de s'éloigner de ces systèmes de plantes pérennes pour aller plutôt vers des cultures annuelles, eh bien, inévitablement, on observe une perte très importante de carbone dans le système. Donc, on revient presque là au niveau des plantes annuelles en continu qui, euh, qui, qui était là, finalement le traitement de comparaison ici. Et donc, voilà, un changement d'utilisation là, de passer de plantes pérennes vers un système annuel peut créer des pertes de matière organique et donc de carbone très, très importantes. L'inverse est aussi vrai par contre. Donc, si on passe d'un système d'annuel en continu et qu'on le convertit en prairie, ben, il y a des gains très importants à faire aussi tant au niveau de la matière organique que du carbone, puisque les deux sont intimement liés. Ici, je vous ramène encore une fois à cette étude de Denis Anger en 1992. Donc, tout à l'heure, on avait vu le gain là, au niveau de la teneur en carbone dans le sol. C'est pas seulement une question de teneur en carbone, mais c'est aussi une question de santé du sol. Donc, il y a d'autres paramètres qui sont importants à évaluer, dont le diamètre moyen pondéré des agrégats, qui est un indice finalement de la qualité physique des sols. Et grossièrement, ben, les auteurs ont vu la même tendance. Donc, monoculture de maïs et jachère, on avait des tendances à la baisse avec un diamètre là, qui est beaucoup plus faible versus la luzerne en continu qui, elle, a permis finalement, à partir de l'initiation du protocole, d'augmenter finalement de façon assez considérable le diamètre moyen pondéré des agrégats, et ce sur seulement 5 ans. De façon générale, ce sont des résultats là, qu'on peut observer ailleurs. Donc, ce sont des résultats qui ont été observés pour plusieurs autres espèces pérennes lorsque comparés avec le maïs. Alors, pour imager ici, là, justement, l'effet bénéfique des racines sur l'agrégation, sur les propriétés physiques du sol, ben, on voit très clairement ici, là, avec une photo de Martin Chantigny, l'effet des racines et des effets fongiques sur la stabilité des agrégats. Donc, qui a été relevé aussi dans la littérature très récemment que les plantes pérennes pourraient être une des meilleures façons, en fait, d'améliorer aussi l'abondance des micro-organismes du sol. On a parlé plutôt de l'importance des micro-organismes dans la santé du sol, dans la fertilité, dans la stabilisation du carbone dans le sol, mais aussi dans l'agrégation. Et donc, cette méta-analyse a démontré finalement euh, une, une, un effet très important là, si on compare par exemple des cultures annuelles ici avec Chiselle à des cultures annuelles en semi-direct. Il y a effectivement un gain à faire au niveau de la biomasse microbienne lorsqu'on compare au labo. Par contre, si on s'intéresse à l'effet des plantes pérennes, ben là, on voit que l'effet positif est encore plus important que si on vient jouer sur le travail du sol. Donc, avec les plantes pérennes, on parle d'environ 3 fois plus de biomasse microbienne que si on compare à un sol de culture annuelle labouré. Donc, je laisse maintenant la place à ma collègue Marie-Noël qui vous parlera de la gestion des cultures pérennes et stockage du carbone. Bonjour, mon nom est Marie-Noëlle Thivierge. Je suis chercheuse sur les plantes fourragères pérennes pour Agriculture et Agroalimentaire Canada.
Dans cette partie de la présentation, on va voir l'effet de la gestion des cultures pérennes sur le stockage du carbone dans les sols. Le premier aspect dont on va discuter, c'est le choix des espèces et les mélanges d'espèces. On sait que les mélanges d'espèces pérennes, et particulièrement ceux qui associent les légumineuses et les graminées, vont avoir beaucoup de bénéfices. Entre autres, les mélanges d'espèces vont permettre d'améliorer le rendement en fourrage et la valeur nutritive des fourrages. Ensuite, ça va permettre de mieux lutter contre les mauvaises herbes, d'améliorer la biodiversité, particulièrement dans le sol, et de favoriser la résilience des plantes fourragères face aux perturbations, et en particulier les perturbations climatiques. Plus de rendement en fourrage, ça veut aussi dire plus de racines dans le sol et on peut supposer plus d'apport en carbone au sol parce que ces racines-là se renouvellent constamment. Donc, à chaque année, il y a une proportion des racines qui meurent qui sont remplacées par des nouvelles racines. Les racines qui meurent et se décomposent apportent du carbone au sol. Puis, les racines vivantes produisent des exsudats racinaires riches en sucre, donc en carbone. Ces exsudats-là contribuent aussi à enrichir le sol en carbone. Il y a donc des études qui montrent qu'en augmentant le nombre d'espèces en mélange, on peut favoriser un apport de carbone au sol et augmenter le stock de carbone des sols. Mais il faut savoir que le potentiel pour augmenter le stock de carbone des sols va beaucoup dépendre de la teneur initiale en carbone des sols. Donc, plus un sol a une teneur faible en carbone au départ, plus on a le potentiel de l'augmenter. Puis, lorsque le sol a atteint un certain niveau, une certaine teneur en carbone, parfois même l'utilisation d'un mélange d'espèces ne va pas permettre d'augmenter encore cette teneur en carbone-là. Outre le choix du nombre d'espèces, donc les associations d'espèces qu'on fait, le choix des espèces en tant que telles est important parce qu'il y a des espèces qui développent des systèmes racinaires beaucoup plus imposants et plus profonds que d'autres. Parmi ces espèces qui ont un grand potentiel là, pour avoir des systèmes racinaires imposants et donc apporter du carbone au sol, on retrouve la fétuque élevée, le brome des prés, le panique érigé et le dactyle. À titre d'exemple, voici le résultat d'un essai qu'on a fait pendant 5 ans proche de Québec, où on a comparé 5 peuplements fourragers. Le peuplement M0, c'était le témoin, c'était de la luzerne pure, et les mélanges M1, M2, M3 et M4, c'était des mélanges composés de 80 de luzerne et 20 de graminées. Les graminées pouvaient être la fléole des prés, la fétuque élevée ou la fétuque des prés. Les résultats sur 5 ans nous ont montré que la biomasse racinaire, exprimée en tonnes de matière sèche de racines à l'hectare, était la plus élevée dans les 2 mélanges qui contenaient de la fétuque élevée. Ça concorde avec ce qu'on voit dans plusieurs travaux de recherche qui ont été faits, qui montrent que la fétuque élevée a un système racinaire abondant et bien réparti dans le profil de sol et donc un grand potentiel pour apporter du carbone au sol. Parlons maintenant de la fertilisation. La fertilisation avec les engrais minéraux, donc particulièrement qu'on apporte de l'azote minéral, ça va généralement augmenter les rendements des plantes fourragères, surtout des graminées. Et ça, on peut s'attendre à ce que ça augmente l'apport de carbone au sol par les résidus de culture plus abondants et les racines plus abondantes. Mais parallèlement à ça, l'ajout d'azote minéral dans le sol va en général favoriser la décomposition de la matière organique, surtout dans nos conditions, là, dans notre climat frais et humide. Ainsi, dans notre contexte frais et humide du Québec, on peut considérer que les engrais minéraux ont un effet très limité sur le carbone du sol. Donc, ce n'est pas un des leviers dont on dispose pour augmenter la séquestration du carbone dans les sols. Par contre, les engrais organiques, eux, ont un effet clair sur la matière organique du sol et cet effet-là va augmenter avec la dose d'application des engrais organiques. Donc, lorsqu'on augmente la dose d'engrais organiques qu'on applique sur un sol, on augmente en général l'apport en carbone et le stock de carbone du sol. Pour les engrais organiques, toujours, à long terme, on estime qu'il y a de 10 à 12 du carbone de ces engrais-là qui va rester dans le sol de façon permanente. Pour vous donner un point de comparaison, les résidus de culture, qui eux apportent aussi du carbone, il y a environ 8 du carbone de ces résidus-là qui va rester dans le sol à long terme, alors que les racines, c'est environ 45 de leur carbone qui va rester dans le sol à long terme.
Donc, les racines ont l'avantage de pouvoir aller porter le sol, pardon, d'aller porter le carbone en profondeur dans le sol et donc à des profondeurs où les conditions d'oxygénation puis d'humidité vont être favorables pour conserver le carbone. Aussi, les racines peuvent aller porter le carbone dans des petits interstices de sol, là où il va être à l'abri, là, physiquement à l'abri de la décomposition. Et les racines sont aussi en association constamment avec les micro-organismes, donc toute la vie qui est dans le sol. Puis ça va favoriser le maintien du carbone dans le sol sur le long terme aussi. Toujours par rapport aux engrais organiques, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que la probabilité que le carbone reste dans le sol à long terme va aussi dépendre de la culture sur laquelle ces engrais organiques-là sont appliqués. Dans une étude qui a duré 21 ans, qui a été réalisée à Normandin, au Québec, il y a eu une comparaison entre deux séquences culturales. La première séquence culturelle, c'était en fait une monoculture de céréales pendant 21 ans. C'était de l'orge. Puis l'autre séquence culturelle, c'était à prédominance de cultures fourragères pérennes, c'est-à-dire qu'on établissait un mélange de trèfle rouge et de fléau des prés avec une plante abri, qui était une céréale. Puis ensuite, on laissait le peuplement pendant 2 années de production. On détruisait et on ressemait encore une fois le mélange trèfle rouge, fléau des prés avec une céréale. Donc, c'était vraiment une prédominance de culture fourragère. Ces deux séquences-là étaient fertilisées soit avec de l'azote minéral ou avec du lisier de bovin, donc un engrais organique. Puis, ça a permis de se rendre compte, après 21 ans, que dans la séquence culturelle en culture fourragère, il y avait 38 du carbone du lisier de bovin qui avait été retenu dans le sol après 21 ans, alors que dans la monoculture de céréales, il n'y avait pas de carbone qui était resté dans le sol là, en provenance du lisier de bovin. Donc, la rétention dans le sol du carbone des engrais organiques est beaucoup plus élevée avec les plantes pérennes qu'avec les cultures annuelles. Lorsqu'on parle de la gestion des plantes fourragères destinées à la fauche, de façon générale, si on veut avoir un impact positif sur le carbone du sol, on va essayer de favoriser la productivité des prairies, parce que plus de rendement, ça veut dire plus de photosynthèse, plus de carbone capté et ultimement plus de carbone laissé au sol. Ça peut se faire de plusieurs façons. On a déjà parlé des mélanges d'espèces, de la fertilisation avec les engrais organiques qui ont un effet sur le carbone du sol, mais aussi on peut jouer sur le stade des plantes, le stade de développement des plantes au moment de la récolte afin de favoriser là, une bonne productivité, puis l'accumulation de réserves par la plante. Puis toutes les pratiques qui vont permettre de limiter la compaction du sol vont être favorables parce que la compaction du sol, ça nuit grandement à la productivité des prairies. On va aussi essayer de favoriser la persistance des prairies, donc de pouvoir garder les prairies productives pendant plus longtemps, parce que les prairies accumulent une masse racinaire importante avec le temps, dont une partie est retournée au sol chaque année, comme on l'a expliqué, en plus de tous les exsudats racinaires qui sont libérés par les racines. Donc, les prairies qui vont persister plus longtemps vont apporter plus de carbone au sol. Pour favoriser la persistance, on va vouloir éviter de prendre une coupe à l'automne. On va essayer de rehausser la hauteur de fauche des plantes fourragères, de choisir des cultivars résistants au froid, résistants aux maladies, et de pratiquer le sur-semis. Tout ce que je viens de nommer, ce sont que des exemples, mais si vous voulez avoir des recommandations plus complètes pour favoriser la productivité et la persistance des prairies, je vous encourage à lire la toute dernière édition du guide plantes fourragères du CRAC. Finalement, au niveau des pâturages, on peut aussi avoir un effet sur le carbone du sol en gérant la l'apaisance. Donc, on a déjà expliqué que des meilleurs rendements, ça favorisait le carbone dans le sol. Puis, les recherches montrent bien que les pâturages en rotation vont être favorables pour avoir plus de rendement et plus de carbone au sol par rapport au pâturage en continu. Par contre, au niveau du mode de rotation, est-ce que les rotations sont très intensives, moins intensives? Il n'y a pas encore de littérature claire dans nos conditions de climat et de sol et avec les espèces qu'on utilise au Québec.
Donc, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui vont influencer le stockage de carbone dans les sols pour les pâturages en rotation. J'en ai énuméré plusieurs ici. Puis, il nous manque d'informations à l'heure actuelle là, pour pouvoir nommer un mode de pâturage en rotation précis qui va favoriser le carbone. Par contre, on est capable de donner des lignes directrices qui, en général, vont augmenter les chances d'avoir un impact positif sur le carbone du sol. Parmi ces lignes directrices, on pourrait dire de favoriser une courte présence des animaux sur une superficie donnée, parce que ça va nous permettre de limiter la surpaisance et de limiter la compaction du sol. Et donc, on va favoriser la productivité du pâturage et l'accumulation de réserves par les plantes. Ensuite, garder l'herbe assez haute à la sortie des animaux, ça va favoriser la reprise de croissance et ça va éviter aux plantes d'utiliser toutes leurs réserves euh, accumulées dans les racines. Puis finalement, laisser une longue période de repos entre les paisances pour permettre à la plante de refaire ses réserves dans les racines. Donc, ça nous donne un peu les idées générales à suivre pour la gestion de la plaisance afin de favoriser l'accumulation de carbone dans les sols. Merci. Puisque nous connaissons maintenant l'importance et l'effet positif des cultures pérennes et des pâturages sur la santé du sol et sur la séquestration de carbone dans les sols, en termes de conclusion, nous aimerions rappeler l'importance de conserver nos superficies actuelles en fourrage. Il est triste de réaliser qu'entre 2006 et 2020, au Québec seulement, on a assisté à une diminution d'environ 39 des superficies en prairies et en pâturage, principalement au profit des grandes cultures. Parallèlement, depuis plusieurs décennies et encore aujourd'hui, on estime que nos sols sont actuellement en perte nette de carbone, c'est-à-dire qu'ils agissent présentement comme source de dioxyde de carbone pour l'atmosphère et que nos sols sont en voie de s'appauvrir en carbone. Et une des principales raisons pour cela, c'est justement le fait que nous avons mis de côté la production de cultures pérennes, donc de pâturage et de fourrage, au profit des grandes cultures. Et donc, les sols tranquillement atteignent un nouvel équilibre vers un système qui leur permet de stocker de moins grandes quantités de carbone. Et donc, on se retrouve avec des pertes de carbone dans nos sols et des sols qui se dégradent généralement au Québec. D'ailleurs, selon une récente étude publiée par Driver en 2002, au Canada, conserver les superficies actuelles en prairie représenterait notre levier le plus important sur les stocks de carbone de nos sols pour la lutte au changement climatique, mais aussi pour la résilience de nos systèmes agroalimentaires. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute. Je remercie aussi ma collègue Marie-Noëlle Tivierge, Agriculture Agroalimentaire Canada, avec qui j'ai collaboré à la préparation de cette présentation, et je vous souhaite une excellente journée.